Je m'appelle Seyni Salak, je suis le directeur du centre de compétences de Ouaskal, le département de la recherche et des services climatiques de Ouaskal et le directeur de la recherche aussi de Ouaskal. Avant tout propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes d'une guerre injuste qui nous a été imposée et nous souhaitons tout le bien pour nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Ouaskal, c'est le centre ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Nous sommes dans la sous-région depuis 2012. Nous avons notre siège qui est basé à Accra et qui abrite également le département de formation. Et nous avons le centre de compétences qui est basé ici à Ouagadougou et qui abrite la recherche et la livraison des services climatiques et environnementaux. Les domaines d'intervention de Ouaskal sont divers et variés. Les changements climatiques sont une problématique en fait qui transcende les secteurs, tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a vocation de faire tout pour aider dans tous les défis que pose le changement climatique, ce ne serait pas seulement un seul secteur qu'il faut regarder. Ce qui a fait qu'à Ouaskal, nous couvrons beaucoup de secteurs. Un exemple, nous sommes dans le secteur de l'agriculture, nous sommes dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables, nous sommes dans le secteur de la gestion des risques de catastrophes, nous sommes dans le secteur de la biodiversité, dans le secteur de l'éducation même. On a un programme dans l'éducation. Nous sommes dans le secteur de tout ce qui est utilisation des terres et couverture des terres. On est également dans le système lui-même, c'est-à-dire la connaissance de la science du climat elle-même. On a un programme tout entier autour de cela. Nous sommes dans les ressources en eau et l'hydrologie. Nous sommes dans le domaine de la santé. Nous sommes dans le domaine de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Nous sommes dans le domaine de la vie marine et des écosystèmes marins et l'océanographie physique. Voilà. Et donc, ce qui fait que les 17 programmes dont nous disposons de formation essaient de couvrir tous ces domaines-là, chacun spécifiquement. Le tout dernier que nous avons mis en place, c'est en Guinée. C'est le programme de foresterie et mines, qui est encore un autre domaine justement à la jonction entre le climat, l'atmosphère et la gestion et l'utilisation des terres. Au centre de compétences, nous avons 10 programmes de recherche et tout un département, une unité pour la livraison de services et pour tous les domaines également. Donc, et de ces 10 programmes-là, on couvre pratiquement tout. On est dans le domaine de la biodiversité, comme je l'avais dit. On est dans le domaine également des ressources en eau. On est dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique et nous sommes dans ce domaine-là. On est également dans le domaine de climat-santé. On est dans le domaine de la digitalisation et tous les aspects technologiques, développement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et également l'Internet des objets. Alors, postuler dans notre structure, c'est de deux manières. Postuler en tant qu'agent de la structure, ça c'est une manière. Postuler en tant qu'étudiant financé par la structure, ça c'est une autre manière. Je dirais même qu'il y a une troisième manière. Postuler en tant que porteur de projet pour être financé par la structure, c'est aussi une manière de travailler avec Ouaskal. Bien sûr, si c'est pour être un agent de Ouaskal, un staff de Ouaskal, nous ouvrons nos postes. Et ils sont publiés dans les journaux officiels, mais également sur notre plateforme en ligne. Et vous postulez, sélection de dossiers, vous passez à travers notre manière de recruter. Si c'est pour être étudiant financé par Ouaskal, parce que nous avons cette capacité-là, c'est par batch. C'est des générations de financement qu'on a et des générations d'étudiants qu'on prend. Et à ce propos, nous ouvrons également les appels avec toutes les conditions. Donc, chacun des 17 programmes dont on dispose va donner ses conditions d'acceptation d'étudiants et quels sont les dossiers qu'il faut. Et vous montez un dossier, vous déposez. Une fois que le dossier est sélectionné, vous êtes éligible ou élu en tant qu'étudiant
de Wascal et vous aurez droit à tout ce qui se trouve dans la bourse. Donc, vous êtes pris en charge une pécule, vous êtes pris en charge pour vos frais de paillasse, mais également vous êtes pris en charge pour le budget des travaux de terrain, que vous soyez en master ou bien que vous soyez en thèse. Il y a également des fois où on a des financements pour des projets, des idées de projets. Et donc là également c'est pareil, nous ouvrons un appel, donc récemment on l'avait fait et on a reçu pratiquement beaucoup d'institutions de la sous-région qui ont postulé et pendant 3 bonnes années, nous avons réussi à financer des projets de recherche et qui ont essayé de regarder un problème à gauche, à droite dans la sous-région. Donc ce mécanisme aussi c'est pareil, on publie, on ouvre les appels et les gens postulent. Des consortiums ou bien des individualités et après la sélection, on va dans les due diligence, c'est-à-dire la procédure qui consiste à s'asseoir pour regarder si l'institution est capable de gérer les finances comme ça, selon nos règles, etc. Et puis le financement est déboursé. Lorsque Wascal obtient un financement pour une idée de projet, tout le monde est éligible dans la sous-région ouest africaine. Même quand vous n'êtes pas un pays membre qui aurait rejoint Wascal officiellement, la population ou les chercheurs, les savants sont éligibles pour cela. Ce qu'on exclut très souvent, c'est les autres institutions qui sont basées dans d'autres pays hors Afrique de l'Ouest. Et souvent, nos appels peuvent également demander de manière spécifique que certains pays de l'Europe soient aussi éligibles parce que peut-être le financement de prime abord vient d'une institution européenne. Par exemple, si le ministère allemand nous donne un budget pour ouvrir des appels à proposition, il va faire en sorte que les institutions allemandes aussi soient éligibles dans cet appel-là, en dehors des institutions ouest-africaines, basées en Afrique de l'Ouest. Voilà comment en fait on fait. Donc tout le monde est éligible. À mon entendement, il y a 2 types de recherche. La recherche fondamentale et la recherche pour le développement. Donc, la recherche fondamentale, comme son nom l'indique, elle est vraiment fondamentale et très souvent, elle inclut des étudiants, des professeurs d'université, elle est académique. C'est la recherche dans laquelle vous avez des questions de recherche, vous avez des hypothèses à satisfaire. Si elles ne sont pas satisfaites, c'est pas satisfait, vous continuez votre chemin et vous proposez des perspectives pour aller de l'avant. La recherche pour le développement, c'est cette recherche qui est un peu plus pratique, qui regarde les problèmes à l'instant T et à l'instant T1, ils doivent trouver une solution pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça va un peu plus vite que la recherche fondamentale et ça permet d'être plus proche de l'opérationnel. Voilà les 2 types de recherche que je connais. Maintenant, quand vous parlez de recherche forte, je suppose que vous parlez de cette recherche qui est très rapide et pratique et qui permet de facilement résoudre des problèmes qui se posent au quotidien, au commun des mortels. C'est ça la recherche forte pour moi. Et à Wascal, nous sommes dans les 2 types de recherche, en particulier au centre de compétences. La recherche fondamentale, parce que nous travaillons avec des étudiants, des universités et des universitaires, on est dedans. Mais la partie qui occupe le plus de notre temps, c'est la partie recherche pour le développement. Et là, c'est pour justement répondre à des prérogatives que les pays ont mis en priorité. On vient trouver des solutions à travers notre approche et les mettre à disposition de l'opérationnel. Mon petit secret, c'est que l'écriture de projet, c'est un art. D'accord? C'est un art. Je suis vraiment désolé, mais parfois il faut tomber plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Pour ceux qui n'ont pas cet art-là, et donc plusieurs fois ils essaient, ça ne marche pas, et s'ils ne sont pas dotés d'un minimum de courage, ils vont le laisser tomber. C'est ce qui arrive très souvent dans le cas de certains de nos universitaires. Mais première chose, dans cet art-là, il faut d'abord savoir écrire un projet, une proposition de projet. Il y a des standards qu'il faut suivre, mais l'astuce la plus importante, c'est d'avoir la pensée
du bailleur. Avoir la pensée du bailleur. Ce n'est pas aussi donné, ce n'est pas aussi facile, mais lorsque un bailleur ouvre un appel à proposition d'idées de projet, il s'expose lui-même à vous. Il vous dit exactement ce qu'il pense. Et vous lisez à travers ce qu'il pense, mais au-delà de ce que vous avez dans les lignes, il faut regarder entre les lignes, à maintenant essayer de connaître de qui il s'agit. Oui, ok, c'est le ministère de la Recherche du Burkina Faso. D'accord, au Burkina Faso, la recherche, c'est quoi ses priorités? D'accord? Qu'est-ce que l'État veut le plus? Certainement, le ministère aussi veut faire la même chose. Est-ce que ça n'a pas changé entre les 5 dernières années? Avec la nouvelle équipe qui est là, quelles sont les priorités? Des choses comme ça. Et donc, facilement, vous arrivez à savoir que le ministère de la Recherche au Burkina Faso, voici en réalité ce qu'il cherche et ce à quoi il tient beaucoup. Donc, dans son appel, au-delà de ce qu'il a écrit dans les termes de référence, vous rajoutez ces choses. Donc, ensuite, un autre point important, c'est vraiment le carnet d'adresses. Il y a des institutions et des personnes dont les noms ouvrent des portes. Quand ils sont dans votre équipe, comme membre d'équipe, dans votre proposition d'idée, ça facilite les choses parce que la confiance est déjà là. Donc, quand un collègue ou une institution est déjà expérimentée avec un financement de l'AFD, par exemple, ou bien des Américains de l'USAID, l'USAID a déjà une confiance envers eux. Moi qui suis un nouveau chercheur de financement de mon projet de recherche, je vais avoir quelqu'un de l'USAID dans mon équipe et ça renforce la confiance. Maintenant, l'autre qui n'est pas écrite, que vous trouverez nulle part, c'est ce lobby-là, qu'on appelle advocacy en anglais, qui en réalité, dans votre carnet, permet aussi à ce que vous soyez connu. Il y a deux façons de se faire connaître. On se fait connaître dans son domaine soi-même. Donc, on publie beaucoup. C'est pourquoi publier pour un chercheur, c'est le sang dans ses veines. Il ne publie pas, il est mort. Il n'est pas un chercheur. Donc, la publication permet à ce qu'on soit connu. Aujourd'hui, avec la contribution des réseaux sociaux, nos publications font qu'on est classé. Donc, on est connu. On a des indicateurs aujourd'hui que les gens cherchent. Et il suffit seulement de googler un nom, le nom d'un chercheur, et on verra ces indicateurs-là pour montrer que c'est des chercheurs qui sont bien dans leur domaine parce qu'ils publient beaucoup, etc., etc. L'une des erreurs que les gens font, c'est croire que quand ils enseignent et qu'ils encadrent des étudiants, ça peut faire d'eux des chercheurs. C'est vraiment pas ça. Pour avoir un projet financé, c'est pas parce que tu as beaucoup encadré les étudiants qu'on va financer ton projet. Non. Mais si tu écris beaucoup des articles de rang A, en ce moment, oui. Parce que tu es un chercheur dans ton domaine qui est bien connu par ses pairs, le problème ne se posera pas. Les programmes internationaux sont là pour couvrir ce que les programmes nationaux ne peuvent pas couvrir. Parce qu'ils ont accès à la vue d'ensemble. D'accord? Et la vue d'ensemble vous permet facilement de comparer, même si comparaison n'est pas raison, ça vous permet de comparer et de savoir ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant, ceux qui sont moyens, etc. Et quand vous intervenez, c'est pour aider ceux qui sont faibles à être plus forts et ceux qui sont forts à consolider dans leur force. C'est ça l'avantage des institutions internationales. Bien sûr qu'il y a cette faiblesse qui est là, qui fait que institution internationale aussi veut dire quelque part que c'est risqué. Parce que c'est international, il peut y avoir un problème international ou bien local qui peut bloquer ça. À la différence avec un mécanisme national, à moins qu'il n'y ait un arrêt dans un système gouvernemental, ça continue. Par contre, vous pouvez avoir un organisme international qui finance votre recherche aujourd'hui, mais demain, une situation arrive, ils utilisent ça comme un moyen de pression et ils arrêtent leur financement et là, vous, le chercheur, vous en souffrez. C'est l'exemple type qu'on a aujourd'hui du gouvernement de Trump qui a coupé le système USAID et qui a mis à mal beaucoup d'idées de projets qui étaient financés par ce système-là dans les quelques années passées. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs dont les recherches sont arrêtées à cause de ça. C'est ça leur inconvénient, mais ils ont beaucoup plus cet avantage de voir grande échelle. Très souvent, on a cette dichotomie-là qui fait qu'on confond toujours enseignant-chercheur et chercheur. L'enseignant fait très bien l'enseignement, mais il fait mal la recherche.
Et le chercheur fait mal l'enseignement, mais il fait très bien la recherche. Si on arrive à s'entendre sur ce point-là, je pense que le problème ne va pas se poser. Et on aura mieux à faire à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, dans l'académie, on nous envoie des étudiants, nous on les encadre et on les aide à bien faire la recherche qui sera jugée par les mêmes académiciens et à la fin, tout le monde est content. Dans cette même approche, nous, notre recherche aussi doit avoir la contribution de l'académie. Et cela permet justement de travailler la main dans la main pour permettre à ce que nous résolvions les problèmes de la sous-région. La seule différence est que si on veut faire de la recherche, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est nécessaire, pas qu'est-ce qu'on n'a pas pu résoudre dans une perspective d'une thèse. Parce que très souvent, dans l'académie, c'est ce qui se passe. On a des thèses qui n'ont pas pu faire quelque chose et on amène un autre étudiant pour dire, OK, essaye de faire ça. Mais parfois, on oublie que dans la société, dehors, là-bas, les priorités sont autres. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre injuste. La recherche doit rapidement faire pour trouver les voies et moyens pour résoudre les problèmes associés à ces problèmes d'urgence. Et nous sommes prêts pour ça et nous faisons autant que nous le pouvons pour contribuer à ça. Donc le message est clair, le chercheur continue à faire sa recherche, prioriser tout ce qui est sujet prioritaire au moment et à la population dans laquelle on est, parce que le meilleur savant, c'est celui qui résout les problèmes de sa communauté.